Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire pose ses valises à Dakar du 1er au 6 mai 2023. Après Séoul, Montréal, Bilbao et Mexico, Dakar abritera pour la première fois sur le continent le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cette 6e édition est un événement co-organisé par l'organisation internationale GCEF, par la ville de Dakar, par le RACTES et par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal. Le thème principal du forum est la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour les territoires. Rendez-vous d'abord les 1er et 2 mai pour le pré-forum jeune, puis le 3 mai, il faudra être au Grand Théâtre National pour participer au pré-forum femmes. Enfin, du 4 au 6 mai, le forum principal vous accueillera entre le Grand Théâtre National et le Musée des civilisations noires pour avancer ensemble vers un monde plus inclusif, durable et solidaire. Dakar GCEF 2023, le rendez-vous mondial de l'économie sociale et solidaire. En parallèle, il y a aussi le segment politique du pré-forum qui va porter sur l'économie sociale et solidaire et intégration du genre dans les stratégies, programmes et agendas de développement nationaux, régionaux et internationaux. Donc, on se retrouve en face au Musée des civilisations noires à l'Agora. Plus tard pour cette session, ce segment politique, à faire le rapportage. Je suis Ousseynou Narguey, communicant. Donc, nous nous excusons d'abord du retard accusé, mais je pense que nous en sommes tous responsables. Nous sommes sociaux et solidaires dans ce retard. Donc, je voudrais d'ailleurs à cet égard-là, parce que l'exactitude et la politesse des rois, saluer bien bas Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne qui à 14h30 était déjà présent dans cette salle. Merci pour cela. Donc, nous avons un panel très bien fourni pour ce segment politique qui va parler de dialogue gouvernemental, économie sociale et solidaire et intégration du genre dans les politiques publiques. Nous aurons pour modérer ce beau panel 2 dames, 2 cœurs et 2 têtes que sont respectivement Béatrice Alain, qui nous vient du Canada, bonjour, donc qui est directrice du chantier de l'économie sociale et solidaire à Montréal. Et nous avons aussi quelqu'un qui a une longue histoire avec le Canada, puisqu'elle y a passé 15 ans pour étudier et travailler. Madame Lisa Babagnan, bonjour, qui est donc PDG d'Elan Consulting Group, par ailleurs conseillère technique à la ville de Dakar, qui, comme vous le savez, co-organise fortement ce premier en terre africaine et 6e forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour vous présenter rapidement le panel, je vais commencer par le quota masculin, puisque j'ai commencé à en parler. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal depuis pas très longtemps. L'Union européenne est souvent mise sur la sellette par la presse et l'opinion publique sénégalaise. Ça montre son importance pour le pays que nous sommes. Mais je peux témoigner que vous êtes dans l'économie sociale et solidaire très fortement, parce que notamment partenaire du consortium Jeunesse Sénégal qui évolue dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons également ONU Femmes, UN Women, représenté par Madame Dienaba Wandiaï. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Vous remercie de votre présence. Vous avez des domaines avérés de compétences dans la décentralisation et la gestion des collectivités. Et vous avez été notamment, je m'en arrête là, coordonnatrice nationale du projet GELD, Gender Equitable Local Development, ce qui suffit à attester de votre compétence pour ce sujet que nous allons aborder. Nous accueillons également Madame Cabot, représentante résidente de l'UMOA. L'UMOA, organisme très important qui regroupe 8 pays francophones et lusophones pour ce qui est de la Guinée-Bissau, dans une union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de l'UMOA se trouvant être actuellement un Sénégalais, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. Représentant Madame
la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Victorine Dey. Nous avons sa directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, Madame Khadi Samba. Bonjour, bienvenue et merci d'être là. Nous avons enfin, avec son interprète, because I think she doesn't speak French that much, nous avons Madame Kim Bora, qui est donc maire en Corée du Sud et également secrétaire général d'un réseau de villes en économie sociale et solidaire en Corée du Sud. Et il faut savoir que le GSEF, Global Social Economic Forum, qui porte ce forum, est né en 2013, justement à Séoul, en Corée du Sud. Donc voilà le panel que je vais livrer aux questions bienveillantes mais aiguisées de nos deux modératrices. Donc merci à tous. Je veux juste saluer également la présence dans la salle de Aude Saldana, secrétaire générale du GSEF, donc, qui se trouve à Bordeaux, qui est désormais le siège du GSEF et dont le maire est également président du GSEF. Merci de votre aimable attention. Je vous reviendrai pour le rapportage de ce beau panel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Nous allons aujourd'hui débattre sur la question du dialogue politique, gouvernemental, intergouvernemental, entourant les questions de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, avec une contribution au genre. Nous avons un panel impressionnant de personnes résolument engagées dans les activités d'expansion, de croissance, de promotion de l'économie sociale et solidaire. Nous allons respectueusement vous demander donc, de vous présenter en 1 minute et de nous indiquer brièvement le ratio de femmes qui travaillent dans vos organisations en termes de statistiques. Ce qui fonctionne. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Pisani, je suis l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Sénégal. Je vais répondre très brièvement à votre question. Dans nos institutions, si on prend les institutions de l'Union européenne, nous sommes à la parité puisque la présidente du Parlement européen est une femme, le président du Conseil européen est un homme, la présidente de la Commission européenne est une femme et le haut représentant vice-président pour la politique extérieure et de sécurité commune est un homme. Donc on est vraiment à parité. Et dans mon groupe d'ambassadeurs, nous sommes aussi à parité parce qu'il y a 50% d'ambassadeurs hommes et 50% d'ambassadrices femmes. Merci. Merci beaucoup. Donc moi c'est Dieynaba Wane Ndiaye. Je suis directrice de ONU Femmes au niveau du Sénégal, le bureau pays. Et donc quand on parle de ONU Femmes, il y en a qui se posent la question à savoir est-ce qu'il y a des hommes même à ONU Femmes. Nous avons des hommes et des femmes qui sont engagés pour la cause du genre et de la promotion de la femme. Donc si je vois au niveau du pays ici, on peut dire que nous sommes à 70% de femmes et 30% d'hommes au niveau du bureau du Sénégal. Et là, même moi, j'assure la coordination du bureau, mais celui qui s'occupe de l'entrepreneuriat féminin, de l'économie, est un homme qui est ici avec moi, M. Abdou Karim Diouf. Et de plus en plus, nous intégrons les hommes dans nos équipes parce que nous voulons promouvoir la masculinité positive. Merci. Bonjour à tous, je suis Madame Kabo Aïssa Sidikou.
et je suis la représentante résidente de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Sénégal. Sans le rappeler, peut-être c'est juste dire que nous sommes effectivement 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le siège de l'UEMOA se trouve au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et au niveau du siège, nous avons une direction qui est chargée du genre et nous avons aussi adapté une stratégie genre. Nous sommes à peu près à 40% de femmes au niveau des organes de l'Union. Merci. Bonjour, moi c'est Madame Khadi Samba. Je suis la directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Pour vous dire que nous, déjà, le ministre c'est une femme, on a une ministre femme. Et dans le top manager, on peut dire qu'on a un ratio de 45-50. Donc, maintenant, mais par contre, au niveau des directions, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Bon, juste rappeler que le ministère a en charge la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance. Merci. Bonjour, 난겐데프. 네, 반갑습니다. 저는 대한민국 경기도 안성시의 시장으로 일을 하고 있는데요. 개인적으로 협동조합을 20년 하다가 시장이 되어서 오늘 이 자리에 온 게 더욱더 의미가 있습니다. 대한민국에는 226개의 시군구가 있는데 그중에서 여성 시장은 안타깝게도 3.1%에 해당하는 7명밖에 없습니다. 하지만 주민들 만족도는 남자 시장이 있는 곳보다 여자 시장이 있는 곳의 주민들의 행정에 대한 만족도는 아주 높습니다. 그래서 점차 여성 정치인, 특히 지방자치단체장들이 늘어날 거라고 기대하고 있습니다. Bonjour, je suis Bora Kim, je suis maire de la ville de Ansong dans la province Gyeonggi en Corée du Sud. J'ai travaillé pendant 20 ans pour les coopératives et donc d'autant plus que c'est important d'être présent ici avec vous. En Corée, parmi 226 leaders maires territoriales, malheureusement on n'a que 7 femmes maires territoriales, ça représente 3,1%. Mais en termes du taux de satisfaction des citoyens, dans les villes où la maire est une femme est plus élevé. Donc j'espère que le taux de présence des femmes va augmenter d'ici plus tard. Merci. Allô. Excellent. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons une foule de descriptions théoriques de ce que représente, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, et circulaire, pour reprendre les termes de notre maire. Nous espérons qu'au sortir de ce panel, nous aurons une idée plus juste, plus factuelle, plus terrain de ce que c'est l'économie sociale et solidaire. En ce sens, j'aimerais savoir la conception que vous avez de l'économie sociale et solidaire, respectivement selon vos territoires, selon vos fonctions, selon vos prérogatives. Monsieur Pisano. Merci beaucoup. C'est vrai que du point de vue de l'Union européenne, l'économie sociale et solidaire, ce sont d'abord des entités privées, que ce soit des associations, des fondations, des coopératives, qui travaillent au plus près des réalités locales, donc dans un environnement communautaire et social, au bénéfice de leur communauté. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le définir et pourquoi il y a une telle attention mondiale qui est portée aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, comme en témoigne la récente résolution adoptée par les Nations Unies le mois dernier? C'est parce qu'il y a un sentiment partagé qu'il faut rééquilibrer un peu l'économique avec le social et l'environnemental.
pour avoir des sociétés qui soient plus équilibrées, des sociétés qui soient plus justes, dans lesquelles les femmes, puisque c'est aussi le sujet qui est central cet après-midi et de manière générale, mais soit au cœur de la transformation. Je pense que pour toutes ces raisons-là, l'économie sociale et solidaire est au premier plan. Je souligne les femmes, pourquoi? Parce qu'en Europe, elles représentent à peu près 60% des acteurs du secteur, et en Afrique, elles représentent environ 80% des acteurs du secteur. Donc c'est d'autant plus important, je pense, de souligner cette dimension de genre qui est au cœur de cette économie sociale et solidaire, et aussi des bénéfices qu'elle apporte, comme le soulignait Madame la maire, en termes de gestion aussi, et en termes de bénéfices apportés à leur propre communauté. Alors c'est la raison pour laquelle, en 2021, la Commission européenne a adopté un plan d'action pour pouvoir favoriser, développer cette économie sociale et solidaire. On pourra y revenir si vous le souhaitez un peu plus tard. Mais au final, voilà, c'est l'idée d'avoir une société basée sur un peu plus d'harmonie. On dit souvent que l'Europe, c'est trois choses. C'est la coopération qui renforce, la compétition qui stimule et la solidarité qui unit. Et d'une certaine manière, l'économie sociale et solidaire, elle rentre dans cette catégorie de solidarité, ce qui n'empêche pas qu'elle peut avoir une contribution importante du point de vue social et du point de vue économique. Merci beaucoup. Je pense que nos réponses ne seront pas éloignées. Parce que quand on parle d'approche et quand on parle de développement économique et social, de plus en plus, on se rend compte qu'il faudrait faire passer les deux leviers. C'est la solidarité et le social, comme on le dit au niveau de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, au niveau de ONU, l'analyse qui a été faite, c'est qu'il y a eu des inégalités entre les hommes et les femmes, dans tous les secteurs. Et on s'est rendu compte que pour faire une approche égalitaire, il faudrait faire une analyse sociale. Et c'est l'analyse sociale qui permet de voir les spécificités des hommes et des femmes et de voir aussi quels sont les besoins spécifiques et les intérêts stratégiques des uns et des autres. Et pour cela, il faudrait avoir une approche communautaire. On ne peut pas avoir une approche individualisée. Il faudrait d'abord adresser au niveau des sociétés. Si je prends l'exemple du Sénégal, c'est surtout tout ce qui est niveau collectivité territoriale, parce que c'est au niveau communautaire que les problèmes sont analysés et c'est au niveau communautaire que les solutions doivent être trouvées. Si on parle de la prise en charge des besoins spécifiques des femmes, on ne peut pas avoir une adresse seulement directement aux femmes, mais c'est une approche inclusive et qui prend en charge les inégalités entre les hommes et les femmes. Et pour cela aussi, il faudrait qu'il y ait une masse critique de population qui devrait permettre de faire une analyse économique et de trouver des solutions inclusives. Quand on parle de solidaire, ça veut dire que tous les acteurs doivent être ensemble. Il faudrait qu'on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, les spécificités, mais que les acteurs soient impliqués pour la recherche de solutions. Et surtout, au niveau des collectivités territoriales, à la base. Et aussi, on a d'autres formes, c'est tout ce qui est organisation de femmes. J'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de leaders d'organisations de femmes. Et au niveau du Sénégal, et même en Afrique, les femmes ont toute une histoire d'approche communautaire et de solidarité. Donc c'est ce levier-là qu'il faudrait développer et avoir une approche solidaire qui permet de faire une analyse approfondie des situations et de trouver des solutions communautaires endogènes d'abord pour pouvoir recevoir les ressources de l'extérieur. Donc pour nous, l'économie sociale solidaire, c'est presque une base de notre intervention pour la prise en charge de ces spécificités, mais pour apporter aussi des réponses. L'autre aspect, comme j'ai dit, c'est l'approche communautaire. Il faudrait que les populations vulnérables, je dirais de manière générale, sans faire une spécificité au niveau des femmes, soient ensemble pour qu'il y ait cette analyse globale, mais il faudrait que aussi l'approche puisse prendre en charge les spécificités de ces populations-là. Et au niveau institutionnel, je pense que aussi nous, en tant qu'institution internationale,
on doit avoir une analyse profonde et aussi avoir des stratégies qui devraient prendre en charge ces spécificités-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au niveau de l'UEMOA, il faudrait rappeler que nous avons plusieurs organes qui œuvrent ensemble pour l'intégration sous-régionale. Au titre de ces organes, il y a bien sûr la commission qui est l'organe exécutif, mais nous avons aussi des organes consultatifs afin d'assurer justement la participation de toutes les couches de la population à l'intégration sous-régionale. C'est à ce titre que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'instance suprême de l'Union, a créé en 2011 un conseil des collectivités territoriales. Donc ce conseil-là, comme son nom l'indique, a pour rôle de prendre en charge justement les préoccupations, les attentes des populations à la base, afin de faciliter l'intégration de toutes ces couches de la population-là dans tous les projets de développement. En termes de projets de développement, tous les projets que nous réalisons au niveau des différents États, que ce soit à l'intérieur des États ou au niveau frontalier, ces projets de développement nécessitent la participation effective de toutes les couches de la population. Nos projets sont participatifs, nos projets sont aussi inclusifs et l'idéal serait de créer ce marché commun auquel nous aspirons, un marché commun qui serait ouvert mais aussi qui serait concurrentiel. Donc nous partons du principe que l'union fait la force, donc toutes les couches de la population doivent être impliquées. Au-delà des collectivités territoriales, nous avons aussi une chambre consulaire régionale qui prend en charge les préoccupations du secteur privé. C'est pour dire que nous insistons vraiment pour que toutes nos actions fassent vraiment la lumière sur les aspirations de l'ensemble des populations. Merci beaucoup. Nous, en fait, pour illustrer le cas du Sénégal, il faut se dire d'abord que la promotion de l'économie sociale et solidaire, c'est déjà une volonté politique de la plus haute autorité. Donc, le président de la République, d'ailleurs, en a fait une des initiatives majeures de son quinquennat. Et dans le PSE qui est défini, on a une initiative qui est appelée PSE, économie sociale et solidaire, où il s'agit vraiment de libérer le potentiel entrepreneurial qui est au niveau des femmes et des jeunes. Donc, en utilisant comme élément de réalisation l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce qui est à l'origine d'ailleurs de la création du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui a en charge la promotion de ce secteur. Autre chose donc, quand le ministère, dans la réflexion pour définir un cadre de l'économie sociale et solidaire, a adopté une démarche vraiment participative et inclusive pour recueillir en fait une définition de l'économie sociale et solidaire qui soit adaptée au contexte national du Sénégal. Et la définition d'ailleurs n'est pas très loin de la définition de l'OIT. Donc c'est une économie, déjà quand on fait de l'économie sociale et solidaire, on est dans l'activité économique. On mène une activité économique. Maintenant, c'est la finalité qui diffère de l'activité économique classique. On a une finalité environnementale et sociale, mais surtout une activité centrée sur l'être humain. Donc, toute activité, tout le développement qu'on doit faire, on doit prendre en compte l'intérêt de la communauté pour interagir et développer nos activités. Donc vraiment, c'est ça le nœud
donc de la définition de l'économie sociale et solidaire. Et ceux qui le font, donc, ce sont les coopératives, les associations, parce que le contexte peut-être sénégalais, il y a une particularité, les associations sont d'habitude à but non lucratif, mais la loi, on dit il nous faut maintenant, on peut avoir une association et développer des activités économiques, qu'on appelle, voilà, des activités économiques. Et aussi, juste un dernier point, une couche importante de la population active dans l'économie, ce sont les groupements de femmes, les GIE. Donc, nous les avons intégrés dans ce que nous appelons la catégorie des entreprises sociales. Donc, c'est tout l'intérêt que l'État porte pour la promotion de l'économie sociale et solidaire à travers les femmes. 사회계현대 경제에 대한 개념을 어떻게 생각하고 있냐 이렇게 질문을 주셨는데요. 사실은 많은 나라마다 각기 조금씩 다른 모습으로 사회적 경제 연대가 드러나고 있고 또 개념 정의도 약간 다르다고 알고 있습니다. 그 이유는 그 사회가 갖고 있는 문제와 그 사회가 처한 상황들이 많이 다르기 때문에 그리고 역사, 문화 상황에 따라서 다른 모양으로 나타난다고 생각을 합니다. 하지만 그 많은 다양함 속에서도 공통점이 있는데 그거는 그 사회의 문제 해결을 위해서 연대의 원리로 움직이는 경제 조직 이런 것이 사회연대 경제라고 생각을 합니다. 저희 안성시 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 저희 안성시는 서울에서 한 1시간 가량 이렇게 떨어져 있는 도농복합도시입니다. 그러다 보니까 많은 도시처럼 다양한 문제를 가지고 있는데 뭐 원도심이라든지 농촌의 세태 뭐 노인이나 아이들의 돌봄 문제 그리고 청년들의 일자리 문제 뭐 다양한 문제들이 있습니다. 그런데 이런 문제를 행정이 다 해결해 갈 수가 없습니다. 그리고 또 시장이 이 문제들을 해결해 주지도 않습니다. 그래서 행정이 갖고 있는 단점을 보완하고 시장이 갖고 있는 단점을 보완해서 주민들이 스스로 자기 지역의 문제들을 해결하는 주체로 나서게 하는 게 사회적 경제 조직의 가장 핵심이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. Vous avez posé la question sur le concept de l'ESS. Je pense que l'ESS apparaît de manière différente dans plusieurs pays parce qu'on a une culture différente, on a des problèmes sociaux différents, on est dans une situation différente. Mais si on trouve un point commun, c'est il faut résoudre tous les problèmes qu'on a avec l'ESS, ça veut dire la solidarité avec une organisation économique qui marche à la base de la solidarité. Je vous donne un exemple de ma ville, Ansan. Ansan, c'est une ville à 1 heure de Séoul. C'est une ville complexe, agricole et urbaine, ça veut dire qu'on a des campagnes, on est aussi à la fois une ville. Alors on a plusieurs problèmes, le vieillissement, on manque des soins de la famille surtout pour les personnes âgées, pour les enfants, on manque bien sûr l'emploi chez les jeunes, etc. Mais je pense que ces problèmes, ça ne se résoudra pas par l'administration ou même moi en tant que maire, je ne peux pas résoudre ces problèmes. Donc ce qui est important, c'est d'aider la population à être autonome pour régler eux-mêmes tous ces problèmes sociaux. Merci. Merci de ces réponses. J'ai entendu différentes réalités, un peu des références à des réalités territoriales différentes, mais le point de Madame Kim de dire à partir de ces différences, on a tous intérêt à renforcer, où il y a toujours une raison d'aller vers, et vous avez tous nommé la solidarité, la communauté, le collectif, cette notion de participation et d'équité. Alors c'est intéressant de voir comment on se rejoint dans cet intérêt. Ma question pour vous, et je vous demanderai de tenir vos réponses à autour de 5 minutes,
c'est quels sont les obstacles dans vos institutions ou sur les territoires où vous travaillez pour atteindre ces objectifs de développement d'économie sociale? Merci beaucoup. Je crois que je vais essayer de répondre de manière positive en expliquant ce qu'on a réussi de bien au Sénégal avec les communautés, en prenant 3 exemples dans 3 domaines différents. Tout à l'heure, j'évoquais le consortium jeunesse. Le consortium jeunesse, c'est Guédiawaye, donc c'est la banlieue de Dakar, c'est Dakar. Et là, à travers les efforts des dirigeants du consortium, ils ont réussi à pouvoir sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de jeunes, à la fois à la solidarité, mais aussi en leur donnant des opportunités professionnelles, des opportunités d'emploi. Et au-delà de ça, je dirais un réseau entre eux, un réseau pour échanger et un réseau pour développer et entreprendre. Et voilà, ça en soi, c'est une satisfaction qui est très grande. Et je dois dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle particulier, si ce n'est qu'il faut souligner justement l'enthousiasme de cette jeunesse à essayer de trouver des solutions par elle-même et pour elle-même. Ça, je pense que c'est un point à souligner. Deuxième exemple, peut-être dans le domaine de l'environnement, Madame Kim parlait de l'importance de la culture et des communautés. Et en l'occurrence, dans la région de Joal, en travaillant sur la réhabilitation des mangroves et sur la bonne gestion des ressources naturelles, des communautés de femmes et de jeunes ont pu développer des capacités en ostréiculture de manière à pouvoir ensuite envisager l'élaboration d'un restaurant communautaire et de la vente au niveau local. Donc c'est un peu le produire local, consommer local. Alors si on doit pousser une étape plus loin sur les choses à faire, et je pense que ça a été aussi évoqué dans le cadre du plan que le Sénégal a adopté, qui est assez remarquable, parce que je crois qu'il n'y a que 5 pays d'Afrique qui ont un plan lié à l'économie sociale et solidaire, et donc il faut le saluer et le souligner. Je pense qu'il souligne exactement les mêmes obstacles ou les mêmes choses à faire que le plan d'action européen. C'est-à-dire d'abord avoir un cadre qui soit commun, de manière à ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire arrivent à s'insérer dans le cadre économique général. Donc avoir un point de référence en commun au niveau réglementaire. Je pense que c'est un point important et sur lequel il faut encore progresser, en tout cas au niveau européen. C'est un des objectifs du plan d'action. Le second point, c'est sûrement les accès au financement, parce que ce sont des entités qui, bien qu'ayant une dimension économique, ont une très forte dimension sociale et de solidarité, et donc ne répondent pas nécessairement au schéma habituel de l'entreprise capitaliste. Donc il faut pouvoir trouver des sources de financement et des modalités de financement qui soient adaptées. Il faut aussi pouvoir, et c'est toujours le deuxième point du plan d'action de l'Union européenne, arriver à fédérer un réseau, c'est-à-dire à pouvoir avoir une plateforme informatique d'échange où les bonnes pratiques, les exemples, les références sont partagés de manière à ce que les acteurs puissent en bénéficier, se développer. Et puis le dernier point, c'est certainement ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de ce forum, et il faut saluer ce forum qui est organisé pour la première fois en Afrique. Je pense que c'est important de le souligner au Sénégal aujourd'hui, d'augmenter la visibilité de cette dimension sur l'ESS et de sa contribution à l'économie. En Europe, il y a environ 3 millions d'entités qui correspondent à la définition dont on parlait au début sur l'économie sociale et solidaire, et 13 millions d'emplois qui sont créés. Donc on comprend bien qu'il y a une dimension économique qui est importante et qui, à mon avis, va prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui viennent,
au nom d'un rééquilibrage sur le social et sur l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez posé la question sur les obstacles. Les obstacles selon les acteurs de l'économie solidaire et aussi peut-être les obstacles que nous vivons en tant qu'institution et quelles sont les réponses que nous avons apportées. Au niveau des obstacles, je pense que quand on se réfère à la société sénégalaise, même africaine, pour nous, les premiers obstacles, c'est les facteurs socioculturels. Parce que nous avons nos traditions, nous avons des comportements, nous avons des stéréotypes qui ne sont pas des fois en faveur même de la communauté ou bien de la vie dans un environnement économique, social et solidaire. L'autre obstacle, c'est aussi, compte tenu de notre cible, la cible femme, c'est les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre dont les femmes et les filles sont victimes constituent un obstacle au développement économique et social pour nous. Un autre obstacle, c'est le manque de formation et d'information. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives au niveau des organisations de femmes. De plus en plus, au Sénégal, on a des femmes chefs d'entreprise et tout, mais elles n'ont pas l'information. L'information et la formation constituent un obstacle majeur pour arriver à réduire les inégalités et même à arriver à une économie sociale et solidaire. Un autre aspect, c'est le manque de ressources financières. Quand on parle d'économie, on parle d'activité économique, on parle d'autonomisation, on parle de renforcement d'activité. Le manque de ressources financières constitue un obstacle majeur pour nous dans le cadre d'un développement économique, social et solidaire. Au niveau de ONU Femmes, nous avons des cibles très importantes. Nous travaillons beaucoup avec les organisations de femmes, comme je l'ai dit, les réseaux de femmes agricultrices, les réseaux de femmes transformatrices. Nous travaillons aussi avec les femmes chefs d'entreprise que nous essayons de mettre en réseau pour qu'elles soient ensemble, pour qu'elles puissent ensemble trouver des solutions. Et à ce niveau, nous travaillons sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier pour nous, il faut que les femmes en milieu rural accèdent à la terre, parce que le manque d'accès à la terre aussi constitue un obstacle majeur. Elles ne pourront pas produire si elles ne sont pas autonomes, si elles n'ont pas sécurisé la terre. Et aussi aux facteurs de production, les femmes qui transforment, les femmes qui travaillent dans la banlieue, qui travaillent à Dakar, si elles n'ont pas de local, si elles n'ont pas de possibilité d'avoir des lieux de transformation, c'est un obstacle. Pour nous, c'est une réponse à ces obstacles-là. L'autre pilier, c'est l'accès à la technologie et à l'information. Nous sommes à l'ère de la technologie maintenant. Si les femmes et les filles n'ont pas accès à cette nouvelle technologie, ne pourront pas développer leur activité et ne pourront pas s'ouvrir dans le monde pour pouvoir diversifier leur production. L'autre réponse que nous cherchons, c'est l'accès au financement. Je pense que son Excellence l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure. L'enjeu majeur de l'économie, c'est l'accès aux ressources financières. Il faudrait qu'on arrive à développer des lignes de crédit, mais des lignes de crédit assez importantes. Ce que nous avons vu de plus en plus, c'est les microcrédits qui sont développés en faveur des femmes. Ça les retient au niveau de la pauvreté, même je dirais. Donc de plus en plus, il faudrait organiser une masse critique de réseaux de femmes, les mettre en relation avec les institutions financières et trouver des lignes de crédit adaptées aux activités économiques de ces femmes-là. L'autre aspect, c'est l'accès au marché. Nous, au niveau de ONU Femmes, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais les femmes n'ont pas la possibilité d'améliorer d'abord la qualité de leur production pour répondre à la concurrence, mais aussi pour aller vendre leurs produits là où le monde s'ouvre, le monde du commerce s'ouvre. Et ça, il faudrait qu'on ait accès, qu'on développe des possibilités d'accéder au marché. Juste une dernière intervention, c'est par rapport aux femmes chefs d'entreprise. Nous nous sommes rendus compte que les femmes de plus en plus s'organisent, essaient de sortir du secteur informel, mais si elles n'ont pas accès au marché public, si elles n'ont pas l'information et les outils et la capacité d'accéder à ces marchés publics, leur activité ne se développera pas. Donc, en résumé, c'est ce que nous avons trouvé comme obstacle et comme élément de réponse pour favoriser l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci. Donc, au niveau de l'UEMOA, d'une manière générale,
il faudrait peut-être rappeler les programmes qui sont développés. Nous avons 2 programmes majeurs qui sont mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales, à savoir le programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA, parce que nous raisonnons toujours en termes de communauté. Donc dans ce programme-là, les activités qui sont menées sont des activités en faveur des populations. Nous avons par exemple un fonds de garantie qui a permis d'octroyer du crédit à peu près 200 femmes dans l'espace SKB. Ensuite, il y a les fonds verts qui ont permis aussi d'accompagner les femmes dans l'acquisition des machines à coudre. Le deuxième programme, c'est le programme de coopération transfrontalière locale qui bénéficie de l'appui de la coopération suisse. Et dans le cadre de ce programme-là, nous avons formé les femmes donc, à la gestion d'entreprises et à la gouvernance des associations. Maintenant, les 2 programmes réunis ont permis non seulement d'élaborer des schémas d'aménagement transfrontalier, mais aussi des schémas d'aménagement hydro-agricole au profit des populations, et nous mettons l'accent vraiment sur les jeunes et sur les femmes. Le deuxième point, c'est peut-être la construction aussi des infrastructures. Comme vous le savez, nous sommes dans un espace communautaire qui a pour cœur de métier la libre circulation des personnes, des biens et des services. Alors on se rend compte qu'au niveau des frontières, la plupart des personnes qui se déplacent dans le cadre des affaires sont des femmes qui se déplacent pour le commerce, des femmes qui se déplacent pour les foires. Ça veut dire que ce sont déjà des femmes qui à l'origine sont des femmes transformatrices, des femmes entrepreneurs et qui aspirent donc à échanger leurs biens avec les autres populations de l'Union. Donc nous intervenons pour faciliter cette transaction-là, pour faciliter leur déplacement vers les autres zones de l'UEMOA. Nous avons aussi pu construire des marchés à légumes, aussi des marchés à bétail pour lesquels, c'est vrai, on a l'impression que les femmes ne sont pas concernées, mais les femmes sont vraiment concernées par les marchés à bétail. Il y a aussi la constitution de garanties aux emprunts auprès d'institutions de microfinance pour les femmes. Je pense que la question d'accès au financement est une question cruciale. Aujourd'hui, quelle que soit l'ambition des femmes, elles ont besoin, c'est vrai, on a parlé de l'accès au foncier. Donc cette question est aussi prise en charge par la commission de l'UEMOA avec un observatoire sur le foncier rural. Cet observatoire nous permet d'analyser la situation de manière globale dans la zone UEMOA et de voir comment nous pouvons accompagner les femmes à l'accès à la terre. Donc, pour revenir au financement, c'est vrai que les femmes, d'une manière générale, même quand elles ont des activités génératrices de revenus, elles n'ont pas très souvent la formation ou la capacité pour mettre en œuvre leurs activités et surtout être elles-mêmes actrices de leur propre business. Alors, par rapport à tous ces points, d'une manière générale, la commission de l'UEMOA développe des politiques économiques, des politiques sociales, avec une forte implication des femmes et surtout la prise en compte des femmes dans toutes ces activités. Maintenant, en perspective, et je pense que ce sont peut-être les goulots d'étranglement que nous rencontrons, c'est vraiment comment nous pouvons mieux soutenir les femmes dans leurs activités génératrices de revenus et comment nous pouvons aussi les accompagner dans la formulation de leurs projets. Ensuite, l'autre point, c'est comment, au niveau de l'UEMOA, nous pouvons mieux harmoniser et gérer le cadre juridique qui soit en faveur des femmes dans leurs activités. Nous parlons des femmes, nous parlons aussi beaucoup de la jeunesse, parce que tout cela concourt donc à créer une cohésion sociale, prendre en charge et les femmes et les jeunes dans un monde qui en général est plutôt masculin ou adulte. Je pense que c'est vraiment à saluer. Et par rapport aux jeunes, nous les accompagnons aussi dans la création d'entreprises et aussi dans leur formation. Les points peut-être qui restent à voir, c'est comment est-ce que nous pouvons mettre les femmes en réseau. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes sont en réseau, mais au niveau national. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir mettre les femmes en réseau au niveau communautaire,
afin qu'il y ait un partage d'expérience et aussi afin qu'elles puissent voir comment elles peuvent se mettre en cluster ou bien même carrément en industrie et impacter un peu le monde de l'économie. Je vous remercie. Donc, pour tenter de répondre un peu à la question, on peut déjà relever le fait que donc, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la plupart ne sont pas conscients qu'ils sont dans le secteur. Donc, particulièrement les femmes. Elles mènent des activités économiques en relation avec l'économie sociale et solidaire, mais la plupart n'en sont pas conscientes. Donc, c'est d'où la nécessité donc pour le ministère de dérouler des programmes de sensibilisation, de formation dans ce sens-là. Un autre obstacle, c'est que les acteurs de l'économie sociale solidaire, surtout en milieu rural, ont un problème d'accès à l'information. Donc d'accès aux mécanismes mis en place par l'État et aux dispositions de financement, entre autres. Et là, donc, il y a lieu pour l'État de faire descendre ces politiques vers ces communautés. Et là, les collectivités territoriales ont un rôle capital à y jouer. Et d'où la nécessité, donc l'intégration dans notre stratégie du rôle des collectivités territoriales dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc le ministère va accompagner les collectivités territoriales à intégrer la dimension ESS dans leur plan de développement local. C'est ce qui permettra donc de pouvoir capter des financements, de pouvoir capter des ressources pour pouvoir dérouler des programmes au niveau territorial relatifs à l'ESS. Une autre problématique, l'État a un problème d'interlocuteur avec les acteurs. On a une diversité d'acteurs, une multitude, mais une diversité d'acteurs. Donc, qui est représentatif de ces acteurs-là? Et c'est toute la politique d'organisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire que la stratégie du ministère de l'économie sociale et solidaire prend en compte. Parce que, quand même, déjà, la loi a fait un pas, le fait d'identifier qui est acteur de l'économie sociale et solidaire en les catégorisant dans 4 catégories, la répétition. Mais ce qui reste maintenant, c'est une organisation. Avoir des organisations de l'économie sociale et solidaire assez fortes pour pouvoir dialoguer avec l'État, pour pouvoir contribuer aux politiques et orientations qui sont définies en réalité pour eux. Et donc, c'est tout un programme là aussi que le ministère compte dérouler dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et bien sûr, il faut un dispositif d'accompagnement, d'encadrement, et il y a beaucoup de mécanismes en termes de formation professionnelle, en termes d'accompagnement technique. On peut parler de 3 FPT, bon, qui au-delà d'une particularité d'un ciblage jeune, mais prend en compte aussi de manière effective les femmes. On peut parler de l'ITEA pour tout ce qui est amélioration des qualités, de la qualité de production et de transformation des produits. On peut parler de l'ADPME qui accompagne les PME dans ce sens-là pour se structurer. Et au niveau du ministère aussi, nous avons des fonds pour accompagner financièrement donc, ces structures-là. Pour dire que l'État du Sénégal a mis des instruments vraiment pour faciliter l'entrepreneuriat social, pour faciliter aux femmes, mais aux populations d'une manière générale, de pouvoir entreprendre
dans les principes d'économie sociale et solidaire. Et de façon plus globale, pour pouvoir suivre les politiques, pour pouvoir les évaluer, l'État a mis un cadre de concertation avec les acteurs, qui est le répondant direct du Conseil national de l'économie sociale et solidaire, qui définit un peu l'orientation politique. Maintenant, le cadre de concertation est là pour pouvoir veiller à la mise en œuvre de ces orientations, mais aussi faire le suivi, évaluation de la mise en œuvre. Donc, il y a tout un dispositif, toute une stratégie que l'État du Sénégal a mis en place pour booster l'économie sociale et solidaire au Sénégal. 네, 앞에 답변하시는 분들 얘기를 들어보니까 정말 처해 있는 상황에 따라서 장애물도 다 다르게 느끼고 있는 것 같습니다. 저는 대한민국의 상황에서 장애물을 좀 말씀드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 대한민국은 모든 사람들이 알듯이 굉장히 빠른 속도로 경제 발전을 이뤄냈고, 그래서 많은 사회 문제가 빠른 시간 내에 환경 문제, 고령화 문제 이런 것들이 발생을 했습니다. 그에 반해서 시민사회의 역량, 사회적 경제의 역량들은 못 따라갔죠. 이런 대한민국의 경험 속에서 빠르게 사회적 경제를 발전시키기 위해서 저는 정치, 의회와 행정과 시민사회가 협력이 아주 중요하다고 생각을 합니다. 그런데 이런 협력이 잘 되지 않아요. 안 되는 가장 큰 이유는 새 주체들, 시민사회, 그리고 행정, 정치, 의회도 사회적 경제에 대해서 대부분 잘 모르죠. 그리고 또 하나는 각각에 대한 불신들이 있습니다. 예를 들면 공무원들은 시민사회가 사회적 경제를 하는 거에 대해서 잘 모르니까 이 사람들은 관리 감독하는 대상이다, 보조금을 주는 대상이다, 이렇게 생각을 하고요. 시민사회에는 공무원들 행정에 너무 의존적이 되거나 아니면 행정이 하는 지원 사업에 대한 불신이 있기도 하죠. 그리고 정치적으로는 사회적 경제 활성화를 위한 제도를 만들어야 되는데 이거는 어떤 정치적인 색깔이나 정당과 무관함에도 불구하고 이런 부분들을 본인들의 정치 활동의 일환으로 생각해서 그 정치 성향에 따라서 제도들을 반대하거나 뭐 이런 부분들이 있습니다. 그래서 이런 의회나 그 다음에 행정 그리고 시민사회가 사회적 경제들을 제대로 알 수 있게끔 교육을 하고 또 각각의 주체들에 대한 믿음, 신뢰를 갖게 하는 게 중요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 그리고 이런 대한민국의 경험들이 세네갈처럼 빠른 속도로 사회적 경제를 발전시키자 하는 나라에는 도움이 될 거라고 생각합니다. Quand je vois les réponses de chacun, je vois très bien que les obstacles sont aussi différents par rapport à la situation où on est. Moi, j'aimerais vous parler des obstacles en Corée, dans la situation en Corée. Comme vous savez très bien, la Corée, c'est un pays qui a eu la croissance économique très rapidement. Et du coup, on a eu beaucoup de problèmes sociaux très rapidement aussi. L'environnement, le vieillissement, etc. On a aussi beaucoup de problèmes sociaux. Mais la capacité des citoyens ou la capacité de l'OSS ne sont pas capables de suivre cette vitesse. En Corée, en fait, pour mieux comprendre l'OSS, ce qui est important, c'est la coopération entre les citoyens, les élus et l'administration. Mais pour l'instant, ça ne marche pas très bien parce qu'en fait, on n'a pas confiance envers chacun, entre les citoyens, l'administration et les élus. Par exemple, les fonctionnaires pensent que l'ESS, leur rôle dans l'ESS, c'est de surveiller, c'est de contrôler. Les citoyens, soit ils sont très dépendants de l'État, soit ils n'ont pas confiance dans l'ESS pour l'administration. Au niveau de la politique, on doit établir les mesures, les politiques pour développer l'ESS. Mais souvent, par rapport à la couleur de la politique et les partis, etc., on n'est pas toujours, on se met pas toujours d'accord.
Donc ça, c'est des obstacles en Corée. Donc, je pense qu'il faut faire la formation pour chaque partie prenante, pour mieux comprendre le SS. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de faire confiance à chaque partie. Merci, Madame Kim. Alors, je vais faire du pouce à Monsieur Pisani. Vous parliez tout à l'heure des enjeux du moment avec l'économie verte et à Madame Samba et Kabo. Dans un marché globalisé, dans le marché actuel dans lequel on est, qui est complètement irréfrénable, qui va très vite avec des agendas et des contraintes gouvernementales, institutionnelles, qui sont ce qu'elles sont. Nous sommes au sortir d'une grande pandémie, on sort du Covid, nous avons l'inflation, nous avons l'effondrement du dollar, le terrorisme, les enjeux environnementaux, la guerre au Sahel, pour ne citer que ces enjeux-là. La question que je me pose est la suivante. Comment s'assurer que l'économie sociale, solidaire et circulaire, qui est un levier de développement fantastique, hein, on le voit surtout dans nos contextes, un contexte au Sénégal où 80% de l'économie est complètement informelle, comment s'assurer avec des agendas gouvernementaux, internationaux qui diffèrent selon l'heure que l'ESS demeure une priorité du moment? Merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente question. Je pense que le contexte que vous évoquez, qui est la confluence de plusieurs crises d'une certaine manière, certainement le changement climatique, la pandémie de Covid-19 qui a précipité, je crois, un peu plus de 50 millions de jeunes femmes et de filles encore un peu plus dans la pauvreté. Et donc c'est aussi un facteur important à souligner, qui a montré aussi leur résilience et qui a montré aussi la solidarité des femmes dans ce moment particulièrement difficile. Évidemment, les conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine sur l'augmentation de l'inflation, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, l'augmentation du prix de l'énergie. Tout ça, je crois, conduit au niveau global peut-être à renforcer ou à la volonté des États de renforcer leurs propres capacités. C'est ce qu'en Europe nous appelons l'autonomie stratégique. Au Sénégal, il y a un sommet qui a été fait, qui a été organisé par le président de la République et l'Union africaine en novembre dernier sur la souveraineté alimentaire, avec l'idée de passer de la résilience à la souveraineté. Et comment passer de la résilience à la souveraineté, sinon en s'appuyant sur les efforts des communautés locales, des investisseurs, pour pouvoir aussi créer des pôles agro-industriels, notamment dans le centre du pays, et de combiner ou de structurer cette chaîne de valeur dont il a été question, en essayant, alors avec une des difficultés qui était soulevée par une des interlocutrices de ce panel, qui est de dire pour un gouvernement à qui je dois m'adresser, parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils sont multiples, ils sont un peu fragmentés. Comment est-ce qu'on peut faire? Et je sais que le gouvernement ici, et nous l'appuyons sur cet aspect-là dans l'agriculture, cherche à structurer ces communautés en coopératives, donc essayer de fédérer les énergies pour avoir une entité qui puisse être une entité qui a sa place dans la création d'une chaîne de valeur et que cette chaîne de valeur puisse produire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on aille vers plus de globalisation, contrairement à ce qu'on avait pu voir avant les crises, mais plutôt à une volonté de produire local, de consommer local. Alors après, il y a d'autres dimensions. Il y a évidemment une dimension nécessaire d'ouverture et d'échange. Ça, on le sait au niveau de l'Union européenne, puisque un des succès de l'Union européenne, ça a été son marché intérieur, c'est-à-dire sa capacité à échanger d'un pays à l'autre. On connaît les ambitions africaines pour la zone de libre-échange au niveau continental, qui vise à échanger plus. Et puis,
du point de vue européen, on essaye d'appuyer cet effort d'intégration africaine à travers notre projet Global Gateway qui permet de créer des grands corridors, que ce soit des infrastructures, que ce soit du digital, que ce soit dans les domaines, dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'environnement, de manière à faciliter ces échanges entre pays pour qu'au-delà du local, il y ait une possibilité d'échange aussi régional et continental. Donc je pense que les efforts, pour répondre à votre question de manière simple, mais que les efforts globaux passeront par des efforts locaux et qu'il est indispensable de pouvoir mettre l'être humain au centre de ces efforts. Et c'est là que l'économie sociale et solidaire, à mon avis, a toute sa place et a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez cité, hein, tous les fléaux que nous avons vécus, les changements climatiques, Covid, etc. Mais je pense que surtout avec le Covid, il y a des potentialités qui sont ressorties, tant au niveau des femmes qu'au niveau aussi le plus local possible dans les territoires. Et à ce niveau-là, je pense que l'approche qu'il faut développer, c'est de retourner aux solutions endogènes. D'abord, au niveau communautaire, il faudrait que la solidarité, les organisations se développent de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut développer cette solidarité-là. Mais l'autre aspect aussi, c'est renforcer les capacités des communautés à valoriser leur production. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la guerre de l'Ukraine, etc., les importations sont arrêtées, mais on a des productions nationales qu'il faudrait valoriser. Et de plus en plus, pour les femmes, pendant la pandémie de Covid, nous nous sommes rendus compte que les femmes ont développé des capacités endogènes à apporter des réponses et à aussi développer des produits qui peuvent être adaptés au niveau de l'utilisation, depuis le niveau familial jusqu'au niveau industriel. Donc, ce qui fait que les États doivent miser sur le renforcement de capacités, sur l'accès à l'information et la mise à disposition de ressources et de facteurs de production. Je l'avais dit tout à l'heure, je le répète, c'est une solution incontournable. Il faudrait aussi renforcer les réseaux des organisations qui existent dans la transformation, dans la production, dans la commercialisation. On s'est rendu compte que les femmes et les jeunes et même les acteurs de l'économie sociale peuvent être ensemble et trouver des solutions. Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau que l'État peut intervenir et mettre à disposition des mécanismes qui leur permettraient d'accéder au marché, d'accéder aux facteurs de production et d'améliorer leur production. Je pense que c'est de plus en plus les solutions endogènes doivent être développées. Maintenant, trouver aussi des mécanismes au niveau sous-régional. Il faudrait qu'au niveau des pays, dans la sous-région, on a l'UEMOA, on a la CEDEAO et tout, il faudrait que les organisations qui se développent au niveau des pays s'ouvrent à d'autres organisations pour favoriser les échanges des produits. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de résilience à ces fléaux, résilience au changement climatique, etc. Et au niveau, en milieu rural, par exemple, avec ONU Femmes, nous avons pu, en partenariat avec le ministère de la Femme, le ministère de l'Agriculture, développer des approches qui permettent aux femmes de résilier au changement climatique, de faire des productions résilientes au changement climatique. Là aussi, c'est important. On parle de la souveraineté alimentaire, on parle de la production de riz. Ça, il faudrait développer des mécanismes qui leur permettent d'accéder à l'information, à la formation et à développer les produits locaux. C'est les suggestions que je voulais apporter. Merci. Okay, merci beaucoup. Au niveau de la commission de l'UEMOA, c'est vrai que toutes ces questions ont été évoquées. Vous avez indiqué une panoplie de contraintes qui pourraient être des freins pour le développement socio-économique de nos pays. Mais quelque part aussi, ces contraintes peuvent être des opportunités. Opportunités de se réinventer, opportunités d'aller de l'avant et surtout de créer des modèles économiques qui pourraient être adaptés vraiment à nos réalités. Nous avons, par exemple, au niveau de la sécurité, une zone qui est très fragile. La zone UEMOA aujourd'hui est extrêmement fragile. Vous avez dans cette zone ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, la zone du Liptako,
qui regroupe 3 pays de l'Hinterland et qui est en proie à des attaques pratiquement toutes les semaines. Donc il est clair qu'avec une insécurité galopante, nous n'avons pas toujours les moyens de mettre en œuvre nos politiques de développement qui ont été programmées sur une dizaine d'années, voire sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc ça, c'est une réalité et c'est une contrainte majeure pour l'UEMOA. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont adopté une politique de la paix et de la sécurité. Cette politique paix et sécurité a fait l'objet d'un chantier majeur qui est confié donc à un chef d'État champion qui est en l'occurrence le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Donc M. Macky Sall est le président du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité qui réfléchit et définit donc les stratégies et les orientations en termes de paix et de sécurité dans la zone UEMOA. Parallèlement, il y a une structure au niveau de la commission de l'UEMOA qui est chargée de l'opérationnalisation de toutes ces orientations, qui est la délégation générale à la paix et à la sécurité. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un système où nous devons renforcer les capacités, donc non seulement des forces de sécurité, mais aussi créer des réseaux d'échange d'informations et aussi de partenariats. Bien sûr, il y a le financement qui est une contrainte majeure. Donc c'est pour dire que la question que vous avez abordée par rapport à la sécurité est vraiment un chantier majeur de l'UEMOA. Et bien sûr, c'est un chantier qui plombe toutes nos activités de développement. Parce que sans développement, sans sécurité, il n'y a pas de paix, c'est clair, mais sans paix aussi, nous ne pouvons rien développer. Nous avons de grands chantiers, par exemple, au nord du Mali, que nous avons dû arrêter parce que nous n'avons pas les moyens d'accéder à ces terres. C'est au niveau de l'Office du Niger, vers Gao. Donc ça, c'est juste pour parler de la sécurité. Les autres aspects que vous avez évoqués ne sont pas moins importants. Je veux parler des changements climatiques, mais je veux aussi parler de la crise sanitaire et de la crise ukrainienne qui ont entraîné un taux d'inflation très élevé dans la zone que nous essayons bien sûr de contenir, mais bon, la réalité est ce qu'elle est. Par contre, ce qu'il faut constater, c'est que ce sont des crises qui nous amènent, comme je dis, à réinventer les choses. Aujourd'hui, pendant la Covid, il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau de l'UEMOA. Il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau de l'Afrique, je dirais même d'une manière générale. Initiatives venant des jeunes, initiatives venant aussi des femmes. C'est pourquoi nous avons, juste après la crise, mis en place des politiques dans le cadre de notre cadre stratégique qui est le CAP 2025, qui est le cadre d'action prioritaire de l'UEMOA. Nous avons essayé de renforcer un peu la résilience des populations, résilience au changement climatique, résilience aussi aux difficultés économiques. Et nous avons préféré mettre l'accent sur toutes les activités qui permettent de développer des chaînes de valeur. Comment renforcer l'agriculture durable? J'insiste sur l'agriculture durable parce qu'à partir d'une agriculture durable, donc qui permet non seulement de former les hommes et les femmes, mais qui permet aussi d'exploiter les ressources naturelles, nous pouvons créer de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de transformer sur place. Nous avons besoin que nos jeunes soient formés. Et pour que les jeunes soient formés, notre département qui est chargé du développement humain a initié un programme de renforcement des capacités en termes de recherche et d'innovation dans 4 domaines que nous avons jugés prioritaires. Déjà le domaine de l'aménagement du territoire, le domaine de l'énergie, le domaine des transports, le domaine de la santé. Mais l'idée vraiment, c'est de former le maximum de jeunes et de femmes pour qu'ils puissent prendre la relève, contribuer à la transformation des produits, des ressources naturelles, contribuer donc au développement des chaînes de valeur, créer de la richesse endogène et surtout créer une richesse redistributive. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des taux de croissance très élevés. La zone UEMOA est aujourd'hui une zone qui vraiment affiche des taux très importants. Il y a des pays pour lesquels nous avons des croissances à 2 chiffres. Mais cette croissance, elle n'est pas redistributive. Nous avons encore beaucoup de pauvreté et il est important que nous puissions voir comment
accompagner la population pour que justement notre économie soit solidaire, pour que notre économie soit prospère et surtout qu'elle soit durable. La semaine dernière, le bureau opérationnel de suivi du PSE a réalisé ici une activité. Cette activité consistait à voir comment est-ce que nous pouvons substituer le blé par des céréales locales. Alors c'est une initiative qui est très importante parce qu'on se rend compte que l'importation de blé dans nos pays est très élevée. Et cette importation-là grève la balance des paiements. Et il est question donc de voir comment est-ce que nous pouvons substituer le blé, enfin nous pouvons utiliser les céréales locales à la place du blé. Donc voir quelles sont les différentes combinaisons qui sont possibles pour la panification, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment nous pouvons donc aider les populations, renforcer les capacités des producteurs, renforcer les capacités des transformateurs, renforcer les capacités des industries pour que nous puissions, développer donc notre propre réseau interne de consommation. Donc ce sont plusieurs initiatives qui nous interpellent, mais je pense que ce sont peut-être aussi des opportunités que nous devons saisir pour nous départager un peu de notre trop grande dépendance de l'extérieur. Merci. Il faut dire que tout le monde a constaté que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été très résilients par rapport aux différents chocs exogènes, particulièrement la Covid. Donc il y a lieu donc, nécessairement de changer de paradigme et de voir comment propulser cette économie sociale et solidaire. Et donc il nous faudra passer de l'action locale à un impact systémique. Impact systémique qui va passer par un impact direct, parce qu'il nous faudra peut-être identifier les meilleures innovations et les accompagner, et surtout aussi susciter cela au niveau des populations, et plus particulièrement les jeunes qui sont l'avenir de demain. Il faut aussi peut-être essayer d'avoir un impact indirect en créant une communauté d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui puissent porter le plaidoyer, qui puissent en fait créer le changement en propulsant un peu, en donnant l'orientation par rapport aux politiques. Et au niveau donc, institutionnel, là, il faudrait peut-être plus de formation pour accompagner les couches les plus vulnérables, plus d'encadrement et plus surtout d'écoute pour pouvoir recueillir leurs préoccupations et pouvoir les intégrer dans les politiques et orientations de l'État. Donc, ce qui va demander beaucoup de capacitation pour ces entrepreneurs sociaux, pour qu'ils puissent vraiment se positionner comme influenceurs des politiques, ce qui pourra permettre vraiment d'apporter des transformations structurelles dans les orientations. Et un autre aspect peut-être qu'il faudrait comme acte pour pouvoir réaliser cela, il faudrait impulser aussi le changement à la base, donc promouvoir des modèles de succès et surtout former au niveau des jeunes. Donc, intégrer l'économie sociale et solidaire dans
l'éducation, donc dans tous les cycles de l'université, donc de l'élémentaire à l'université, en développant la recherche-action pour pouvoir vraiment assurer le changement qui s'y est et qui peut avoir vraiment un impact considérable de transformation. 네, 여러 가지 사회 문제들이 발생하고 있는데 어떻게 하면 사회적 경제 정책을 우선순위에 올릴까 이런 질문을 하셨는데요. 저는 이렇게 생각합니다. 현재 우리가 겪고 있는 다양한 사회 문제를 개념적으로 이해하지 않고 구체적으로 내가 살고 있는 지역에 구체적인 누군가의 어떤 형식으로 문제가 드러나고 있는지, 그리고 이것을 해결하기 위해서 우리는 무엇을 할 것인지를 정책 입안자라든지 해결을 하고자 하는 사람들이 고민한다면 당연히 그 해결의 주체로 사회적 경제 방법밖에 없구나 이렇게 생각할 거라고 생각합니다. 뭐 예를 좀 들어보면요. 기후위기 이런 이야기 많이 하는데 이게 단순히 누군가가 공장에서 석유를 많이 떼서 지구가 더워지고 북극에 있는 얼음이 녹아서 북극곰이 살 곳이 없어지는 문제가 아니라 내가 전기를 아끼지 않고 플라스틱을 많이 쓰고 이러므로 인해서 기후위기가 와서 내 옆집에 사는 사람이 갑자기 내린 폭우로 집에 물이 차고 내가 알고 있는 어떤 농민이 생산하는 벼가 생산량이 줄어들어서 소득이 줄고 가난한 사람들은 쌀을 살 수 없고 이런 구체적인 우리 삶의 문제로 드러났을 때 나는 과연 이 문제를 해결하기 위해서 무엇을 할 것인가 이런 방식으로 고민한다고 하면 당연히 사회적 경제에 대한 중요성과 역할을 인정하지 않을 수 없다 이런 생각이 들고요. 그래서 유엔에서도 지속 가능한 사회 발전을 위해서 어떻게 해결할 것인가와 관련된 사회적 경제 조직의 역할들을 인정하고 또 올해 결의안도 채택했다는 생각이 들고요. 우리가 600여 곳이 넘는 도시에 있는 많은 사람들이 여기 먼 세네갈까지 와서 사회적 경제의 역할과 중요성을 이야기하는 것도 바로 그런 반증이지 않을까 이렇게 생각합니다. On a plusieurs problèmes sociaux en face de nous et vous avez demandé comment on peut garder l'ESS toujours dans la priorité. Moi, je pense que tous ces problèmes, il faut pas penser comme c'était loin, c'est un problème de loin, mais il faut penser vraiment c'est un problème à côté de nous, près de nous. Et donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème, pour apporter la solution? Dans ce cas-là, on est obligé de penser à l'ESS. Je vous donne un exemple. Par exemple, on parle du réchauffement climatique. Là, c'est pas seulement dans une usine, on utilise beaucoup de pétrole et du coup, la température de la Terre augmente. On a plus de... Du coup, on a un problème dans le pôle Nord, etc. Non, c'est pas ça. En fait, il faut penser plus près de nous. Par exemple, un voisin à côté de chez nous, un jour avec beaucoup de pluie, la maison est inondée et donc ce voisin perd sa maison. Deuxièmement, je connais un agricole de riz par exemple, mais avec le réchauffement climatique, il ne peut plus produire le riz et du coup le prix augmente. Donc les gens pauvres, ils ne peuvent plus acheter le riz, donc ils n'ont pas de quoi manger. Si on voit vraiment les problèmes de près de nous, on est obligé de penser qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter pour régler tous ces problèmes. Et dans ce cas-là, on est obligé de reconnaître l'importance de l'ESS. Dans cette situation, je pense que l'ONU a aussi adopté la résolution de l'ESS pour régler tous ces problèmes qui sont en face de nous. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes venus de plus de 600 villes du monde entier. Et si on est là tous ensemble pour discuter de l'ESS, c'est parce que l'ESS est très important pour régler tous ces problèmes. C'est la preuve de l'importance de l'ESS. Merci de cette discussion, c'est super intéressant. Malheureusement, on est un peu pressé dans le temps. Donc, je vais vous demander une dernière question très rapide. GICEF a été créé
pour favoriser la collaboration entre les acteurs de l'économie sociale et les gouvernements locaux. Je pense que c'est le cœur du développement de l'économie sociale, celui de proximité, celui sur le territoire. Mais ce panel montre qu'il y a d'autres institutions qui sont essentielles pour notre compréhension et le développement de l'économie sociale. Donc, quelles recommandations auriez-vous pour que tous ces acteurs, différents paliers de gouvernement, institutions internationales, acteurs de l'économie sociale, travaillent mieux ensemble pour un développement plus cohérent de l'économie sociale? Ce n'est pas une question simple, mais je dirais, en reprenant les réflexions des différents intervenantes à ce panel, que sans doute, arriver à lister quels sont les obstacles, les difficultés qui sont rencontrées au niveau de ce forum, c'est une œuvre utile. Et ça permet ensuite de voir si les plans d'action, si la mise en œuvre va dans la bonne direction, ou s'il y a encore des difficultés particulières. Une autre idée, ça pourrait être, un peu suivant ce qu'on fait au niveau européen avec le plan d'action, c'est d'avoir une plateforme qui permette d'échanger les bonnes pratiques ou les informations des différents acteurs. Je crois que plusieurs intervenants l'ont aussi souligné. Mais en tout cas, c'est effectivement prendre date et puis certainement continuer les efforts dans cette direction. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut une coproduction des acteurs. Hein. Comme vous l'avez dit, il y avait peut-être une cible particulière pour l'économie sociale solidaire, mais on se rend compte que ces cibles-là ont des partenaires. Ont des partenaires au niveau gouvernemental, au niveau des institutions des Nations Unies. Moi, la recommandation que je fais, c'est que les conclusions de ce forum doivent être domestiquées dans chaque pays. Les gouvernements locaux, si c'est le cas du Sénégal, c'est les collectivités territoriales. Ils ont des partenariats avec les institutions, donc qu'on puisse appliquer ce qui ressort de ce forum-là dans les différents projets et programmes que nous développons. Au niveau gouvernemental aussi, pour assurer la pérennité de toutes ces actions et le portage institutionnel, les acteurs sont obligés de se rapprocher du gouvernement et d'assurer une harmonisation avec les politiques nationales. Donc pour moi, c'est une coproduction de l'ensemble des acteurs à l'image d'une plateforme ou bien de cadre de concertation pour pouvoir matérialiser les conclusions du forum et voir comment les adapter dans nos différents programmes que nous développons avec les partenaires. Merci. Ça ressemble à un mot de la fin, hein, c'est ça? Alors mon mot de la fin, ce serait déjà information. Vraiment informer le plus grand nombre sur les initiatives en cours, sur toutes les possibilités vraiment de mise en réseau. Donc information, mise en réseau et surtout formation. Formation de tous les acteurs. Merci. On dira plutôt cadre de concertation et de co-construction. Donc, qui prend en compte donc, toutes les parties prenantes, mais aussi un plaidoyer pour les gouvernements locaux et les États à porter vraiment l'économie sociale et solidaire au cœur de leur politique. 네, 협력 이야기 하셨는데요. 협력을 위해서는 만나야 된다고 생각을 해요. 정보 교류도 중요하지만 지식이나 정보 이상의 같은 가치를 추구하는 사람들끼리 만났을 때 얻는 그 힘이 있어서 자주 보면 좋겠다고 생각하는데 너무 이제 세계에 널리 퍼져 있으니까 만나는 방법이 직접 이렇게 포럼을 통해서 얼굴을 보고 만나는 방식도 있을 거고 또 아까 이제 플랫폼 얘기도 하셨는데 온라인 플랫폼을 통해서 만날 수도 있고요. 그런 의미에서 G-SEF가 참 의미 있는 단체다 이런 생각이 드는데 조금 더 구체적으로 자기의 관심사들이 다양하잖아요. 그러니까 청년들은 청년들끼리 만날 수 있는 공간들, 여성은 여성들끼리, 그리고 자기의 관심사 분야대로 디지털이면 디지털, 복지면 복지 이렇게 관심 분야별로, 계층별로 만날 수 있는 기회들을 더 많이 만들어야 된다 이런 생각이 들고 G-SEF가 그런 역할을 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
On a parlé de la coopération, mais pour se coopérer, il faut se voir, c'est très important. Au-delà de l'échange des informations ou des connaissances, si on se voit ensemble avec la même valeur, on va avoir un effet de synergie. Mais on est tous très loin, donc c'est pas facile de se voir physiquement. Premièrement, grâce à ce forum ou avec d'autres forums, on peut se voir physiquement, mais c'est pas seulement ça. On peut voir, comme vous avez dit en Euro, vous avez créé une plateforme. Donc sur la plateforme en ligne, on peut se voir aussi pour discuter. Et pour ça, GCF est très important. Ce que je veux proposer, c'est de mettre en place des réunions entre les gens, par exemple, entre les points d'intérêt. Par exemple, entre les jeunes, entre les femmes, ou alors les gens qui sont intéressés par la numérisation, ou alors par le bien-être des gens. Et par l'intérêt, si on peut se voir, si on peut discuter, on peut vraiment créer une coopération, on peut vraiment créer un effet de synergie. Et pour ça, je pense que le rôle de GSF est très important. Merci. Merci. Une toute dernière question qui doit tenir particulièrement à cœur à plus de la moitié de l'audience. Quelle est votre approche de la promotion de l'égalité homme-femme dans vos politiques sectorielles respectives, dans vos institutions respectives, au niveau de l'Union européenne, au niveau de ONU Femmes, à l'UEMOA, au niveau du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire et dans une collectivité territoriale à l'instar de la Corée? Merci beaucoup. Pour l'Union européenne, je crois que c'est très clair, l'égalité des genres est vraiment au cœur de toutes les politiques de l'Union européenne. Tout à l'heure, en disant quelques mots d'introduction, j'expliquais comment on est arrivé à la parité au niveau du leadership de l'Union européenne, du leadership politique, comment est-ce qu'on est arrivé à la parité chez les ambassadeurs, comment on arrive au niveau des différents services à tendre et à atteindre cette égalité de genre. Et alors c'est tout à fait aussi dans notre ADN quand il s'agit des programmes, en promouvant la place des femmes de manière équitable, à la place qui est le leur, à côté de celle des hommes le plus possible. Donc dans cette dynamique-là, on est engagé vraiment depuis de nombreuses années et on arrive à voir les progrès année après année d'inclusivité, de travailler ensemble, d'atmosphère qui sont créées par la prise en compte de cette égalité de genre à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup. Moi, je pense que la mission première de ONU Femmes, c'est de réduire les inégalités, c'est d'avoir une société entre les hommes et les femmes où il y a une égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Et donc, pour cela, nous développons plusieurs programmes qui vont permettre d'éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles dans les sociétés et partout dans les communautés. Nous développons des programmes pour atteindre l'autonomisation économique des femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, à travers les différents piliers, l'accès aux facteurs de production, à la terre, au crédit et aussi au marché. Nous développons aussi des programmes de statistiques. Nous accompagnons les gouvernements pour avoir des statistiques qui nous permettent d'avoir une analyse plus approfondie de la situation des inégalités entre les hommes et les femmes. Et aussi nous développons des programmes qui permettent de renforcer le leadership de la femme. Parce que le leadership de la femme, c'est ça qui permet d'assurer une représentativité dans les collectivités territoriales, au Parlement, etc. et autres. Et nous travaillons beaucoup aussi avec les organisations de la société civile. Parce que ce sont les organisations de la société civile qui portent le combat, qui portent le plaidoyer et qui peuvent développer des stratégies pour influencer les gouvernements pour qu'elles puissent prendre en charge les préoccupations des femmes dans les différents projets de développement économique et social du pays. Merci. Au niveau de l'UEMOA, nous avons adopté une stratégie genre qui a pour objectif déjà le soutien
aux initiatives spécifiques axées sur les droits, la représentation et l'autonomisation économique des femmes. C'est un des axes. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du cadre d'intégration systémique de la dimension genre, aussi bien au niveau de l'UEMOA, donc tous les organes de l'UEMOA, que dans les États membres. Dans le cadre de ce deuxième axe, la Commission a adopté le schéma type d'institutionnalisation du genre, qui est un schéma qui prend en compte le genre, j'allais dire, de l'élaboration d'une stratégie ou d'une politique à la programmation, à la mise en œuvre, mais vraiment tous les aspects de la vie socio-économique pour être sûr qu'aucun aspect n'est mis de côté quand il s'agit du genre. Nous avons rencontré au niveau de tous les pays de l'UEMOA les différents ministères, aussi bien de la femme que du commerce, de l'économie, des finances, les premiers ministères, les cabinets des chefs d'État, pour que ce schéma type d'institutionnalisation du genre puisse être approprié par tous les États de l'UEMOA. Donc c'était une mission circulaire qui a été réalisée en novembre dernier et nous sommes en train de suivre avec les États pour voir d'ici la fin de l'année les résultats que nous aurons obtenus. Merci. Au Sénégal, vous savez qu'il y a une stratégie d'équité et d'égalité de genre qui prône l'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques. Et pour matérialiser cela, au niveau des départements ministériels, sont créées des cellules genre qui sont chargées donc d'intégrer les préoccupations genre dans les stratégies sectorielles, mais aussi de suivre les indicateurs genre qui sont définis dans la stratégie d'équité et d'égalité de genre. Donc vraiment au Sénégal, il y a tout un dispositif qui prend en compte pleinement la dimension genre, déjà au niveau institutionnel, au niveau de l'État, mais aussi qui encourage donc, le secteur privé, et les organisations civiles à bien prendre en compte cet aspect-là dans leur plan d'action. 사회에서 성평등을 위해서는 법적으로 강제해서 해야 될 부분들이 분명히 있습니다. 그래서 뭐 여성 할당제를 둬서 여성들의 사회 참여라든지 고위 관리직 참여율을 높이고 남녀차별금지법에서 다양한 임금에 있어서 취업에 있어서의 차별을 금지하고 또 성평등 교육이라든지 성인지 예산을 통해서 정책에 반영하는 것들이 필요합니다. 근데 사회적 경제와 관련돼서 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면 하기 위해서는 여성들이 아이의 양육과 가족들의 돌봄, 가사의 부담들을 해결을 해줘야 합니다. 그랬을 때 사회적 경제 조직들이 사회적으로 이런 여성들의 부담을 해결해 주는 역할들을 할 수 있고요. 또 여성들이 쉽게 경력 단절을 극복하고 일자리를 만들어서 참여할 수 있는 기회를 사회적 경제 조직들이 만들어 줄 수 있다는 생각이 듭니다. 그리고 또 하나는 중요한 부분인데 여성들이 사회적 경제 조직에서 직원으로, 활동가로, 임원으로서 경험을 쌓고 그런 것들이 여성들의 역량을 강화하고 사회적 지위를 높이고 충분히 사회에서 자기 역할들을 해낼 수 있게 만든다고 생각합니다. 저도 20년 동안 안성에서 의료협동조합에서 활동했던 그 경험들이 지금 시장으로서 일하는데 엄청난 도움이 되고 있습니다. 그래서 사회적 경제 조직들은 여성의 역량 강화, 그리고 여성의 부담을 사회화하는 그런 역할들을 통해서 사회에서 남녀 평등을 실현하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 생각합니다. Pour l'égalité hommes et femmes, bien sûr, il faut forcer un peu avec la loi et les politiques. Par exemple, il faut réaliser par la loi l'interdiction de la discrimination du salaire entre hommes et femmes et de l'emploi, etc. Et
important aussi, c'est de créer des politiques pour former les gens sur la parité hommes et femmes. Maintenant, je parle par rapport à l'ESS. Qu'est-ce qu'il peut faire l'ESS pour réaliser l'égalité entre hommes et femmes? En fait, pour faire augmenter le taux de participation à la société chez les femmes, il faut d'abord régler les problèmes des soins de l'enfant ou des parents, etc. En fait, tout le travail que les femmes font à la maison. Et pour ça, les organisations de l'ESS puissent aider les femmes à se libérer de ce travail. Ensuite, les organisations de l'ESS peuvent aussi créer l'emploi pour les femmes qui sont en rupture de carrière. Une dernière chose qui est très importante, les femmes, on peut les aider à participer à l'économie sociale et solidaire. Ils peuvent travailler dans des organisations de l'ESS, comme ça ils peuvent avoir les expériences, ils peuvent faire augmenter leurs capacités et du coup ils peuvent faire augmenter aussi leur statut social. Personnellement, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la coopérative de la médecine et les expériences que j'ai eues quand j'ai travaillé à la coopérative m'aident beaucoup aujourd'hui pour être mère d'une ville. Donc il faut faire augmenter la capacité des femmes et il faut les aider pour se libérer du travail à la maison. Merci. Merci de ces interventions. Je pense qu'il ressort de ça, c'est à quel point l'économie sociale est porteuse d'équité et de communauté. Et c'est des termes et des principes qui sont d'autant plus importants pour l'autonomisation des femmes. Cette notion d'équité et ce travail autour d'une communauté. Donc, merci de vos constats, merci du travail de votre organisation. Monsieur Pisano, Mesdames Wan, Kabo, Samba, Kim, ça a été un honneur de vous avoir sur cette plateforme afin de partager votre expérience de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et vos perspectives. Merci à Madame Mami Dieng, qui est la présidente du comité scientifique femmes, pour son implication à toutes les étapes phares de l'organisation de ces activités. Et une mention spéciale à Madame Aminata Diop-Samb du FODEM pour la mobilisation. Je vais passer la parole au MC, and it's a wrap. Merci Lisa Bavagnan. Merci à vous du public qui avez écouté avec une grande attention. Vous avez remercié les panélistes en leur nom. Je crois pouvoir me permettre, très chère modératrice, de vous remercier toutes les deux, Madame Nian et Béatrice Alain. Alors, on va peut-être déplorer qu'il n'y ait pas eu plus de dialogue direct avec la salle, qui aurait peut-être eu certainement des questions à poser, mais comme je vous le disais, nous avons commencé avec un peu de retard. Nous aurons du mal à le combler parce qu'il y a une autre session qui va se tenir ici. 3 ans en 2010, avant la création du G7 à Séoul, il y avait un sommet des altermondialistes ici à Dakar et on parlait d'un autre monde est possible. Je pense qu'on reste dans la même logique, la même envie et la même conviction avec l'ESS qu'un autre monde est possible, simplement peut-être avec moins de violence, avec plus d'actions concrètes, notamment dans ce qui préserve la dignité humaine et de ceux dont nous avons la charge, c'est-à-dire le travail et l'économie. ESS, moi-même j'utilise l'acronyme désormais comme si tout le monde savait ce que c'est. Et je pense que quand un acronyme a fini de s'imposer, ça veut dire que le secteur qui est concerné est vraiment réel, concret, dans un état d'avancement très élaboré. Et c'est par exemple la même chose quand on parle de l'économie numérique qui regorge d'acronymes et de jargon, les KYC, les TIC, etc. Je voudrais juste mettre en exergue quelques points saillants qui ont été dits ici, en même temps que je me ferai un peu l'avocat du diable, je disais, et le porte-parole de l'assistance.
la parité parfaite dans toutes vos organisations, qui est une préoccupation dans chacune de vos entités. Je pense que c'est à saluer. Vous avez, dès l'entame, indiqué que c'était le cas et quel était le ratio important, au moins de 40% ou de 50%. Je pense aussi qu'on peut saluer le fait qu'un dialogue a eu lieu, un dialogue gouvernemental avec le ministère ici représenté, mais qui, il faut le rappeler, co-organise avec la ville de Dakar ce GCF Dakar 2023, Forum mondial de l'ESS. Je fais une petite parenthèse pour une mention spéciale à Madame le maire Kimbora. Ça nous a fait très plaisir que vous parliez le coréen. Nous sommes au Sénégal très friands de parler notre langue nationale qui est le Wolof. Les sonorités de votre langue sont très belles, donc merci pour cela. Je rappelle que ce GCF utilise 4 langues officielles, que sont le français bien sûr, mais également le Wolof, l'anglais et l'espagnol. Donc je me rassure avec vous, Madame Kabo, qu'il y ait à ONU Femmes, plutôt Madame Dienaba Ndiaye-Aw, qu'il y ait des hommes à ONU Femmes et que les hommes peuvent donc postuler à obtenir un emploi et à travailler chez vous, bien que vous soyez UN Women. Donc on retient des définitions diverses qui ont été données de l'ESS comme du travail au service de la communauté, mais je pense, parce que ça a été dit avant d'ailleurs ce panel, que l'ESS c'est finalement l'humain au cœur de l'économie. Je pense que c'est ce que nous avons tous retenu et ça nous rappelle quelqu'un qui disait, un ancien président sénégalais, que la culture était au début et à la fin de tout, mais finalement c'est l'humain qui est au début et à la fin de tout. Nous avons également noté l'importance d'avoir une approche collaborative et inclusive, ce qui explique le recours à l'action des collectivités territoriales qui sont au plus près de la base en termes de diagnostic comme en termes de solutions à apporter. Donc on a parlé ici de l'importance d'un marché commun. Je m'en étonne parce que, comme vous le rappeliez, Monsieur l'ambassadeur, on a une ZLECAf. Est-ce que c'est une manière de dire et de constater que cette ZLECAf-là n'est pas assez entrée en réalité, entrée en vigueur malgré sa proclamation? Mais toujours est-il que je suis d'accord avec vous de la salle et avec vous du panel que l'UMOA est une des zones des unions économiques et monétaires africaines les plus actives, les plus concrètes et les plus réelles dans ce qu'elle permet en termes de circulation des biens et des personnes, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres zones économiques africaines. La dimension des contraintes socioculturelles aussi est une réalité et je crois que c'est un takeaway qu'il faut emporter avec nous. Des métiers qu'un Sénégalais bon teint ne ferait pas ici au Sénégal, il est enclin à le faire quand il est sous d'autres cieux et souvent ce sont les contraintes socioculturelles qui font en sorte que ce soit le cas. Je salue que vous ayez appelé Madame Khady Samba à une prise en compte et à une préoccupation de tous pour les violences basées sur le genre, physique, verbal, psychologique, mais je dirais peut-être de manière un peu provocante que la responsabilité de mettre fin à ces violences-là nous incombe à tous, des deux genres humains que nous sommes, femmes autant qu'hommes. Donc l'ADPME a été mentionnée. Il se trouve que depuis 1 an, je suis chargé de la communication institutionnelle de l'ADPME. Effectivement, dans le dispositif étatique, il y a beaucoup d'organismes qui interviennent dans le sens de préserver la place des femmes et la parité. Et le programme phare d'adoption de technologies IPME de l'ADPME, qui a commencé en septembre 2022
et qui ira à son terme en juin 2025 en impactant 5500 dirigeants de PME, a pour ratio minimal 50% de femmes qui doivent être accompagnées. Je termine rapidement sur 3 choses. Le fait que nous passions de la résilience à la souveraineté. Nous étions il y a quelques années dans des programmes de lutte contre la pauvreté. Je pense qu'il faut bannir le mot pauvreté de notre vocabulaire pour le bannir de nos mentalités et qu'on parle de résilience et même plus en avant que cela de souveraineté. C'est un pas en avant important pour capaciter et enforce, pour utiliser un mot anglais, ceux qui s'activent dans l'économie sociale et solidaire. Donc on a parlé de changer de paradigme, c'est mon avant-dernière intervention. Je crois pouvoir vous reprocher d'avoir laissé à penser que l'ESS c'est uniquement et surtout de l'agriculture ou de l'artisanat, mais je voudrais que vous confirmiez à la jeunesse qui est dans cette salle et qui est plus sensible à cela, que les ICC, les industries culturelles et créatives, entrent dans le domaine de l'ESS, les TIC entrent dans le domaine de l'ESS. C'est important, je pense, que ce takeaway-là soit pris en compte et amené avec eux par le public qui nous a fait l'amitié de nous écouter. Je terminerai par une provocation. Vous avez beaucoup parlé de la femme et de la sensibilité particulière qu'il faut apporter au genre féminin. Je ne pense pas en tout cas qu'au Sénégal, la femme soit une espèce en voie de disparition. Je crois qu'il faut plus s'inquiéter pour l'homme sénégalais de plus de 40 ans qui n'est éligible à aucun dispositif d'accompagnement de l'État ou encore des partenaires au développement. En tout cas, merci encore de votre attention. Merci pour ce dialogue gouvernemental, ESS et intégration du genre dans les politiques publiques. Merci à vous. Je passe le micro. On remercie l'audience au nom du panel et des modératrices. Merci beaucoup.